On va ouvrir un chapitre extrêmement douloureux pour Donald Trump. On a dépassé la cote d'alerte, c'est-à-dire qu'on a dépassé le moment où on s'était dit, bah tiens, là, l'arrivée de Kamala Harris, le départ de Joe Biden, il y avait une espèce de lune de miel. La lune de miel, maintenant, ça fait 3 semaines. Elle s'est renforcée. Elle a augmenté l'écart dans les sondages et surtout, elle a démontré chaque jour les difficultés de la campagne Trump qui n'arrive pas à trouver des solutions. Donc en parlant de sondage et en parlant de Donald Trump et en parlant de ketchup, c'est le moment de l'utiliser si vous avez cet emoji. Je vais vous montrer une capture d'écran de ce matin, Fox News. Donc on sait que Trump et tous les Trumpistes sont sur Fox, Fox Business, Fox Weather, etc., etc. Et donc, ce genre de tableau qui montre que dorénavant, l'écart se compte en 5-6 points d'avance. Donc vous avez dans tous les adultes américains, il y a une différence de 5%. Évidemment, les sondages ne sont pas un outil prédictif. Jean-Marc Léger nous en parlera demain. Évidemment, c'est un instantané du moment, mais en ce moment, l'Amérique est en train de divorcer de Donald Trump. C'est vraiment important. Et lorsqu'on voit le dernier chiffre qui est le plus inquiétant et le plus intéressant, qui sont les likely voters, donc ce sont les gens qui non seulement sont inscrits, hein, c'est la différence entre les registered voters, mais qui ont voté aux dernières élections et qui ont déclaré vouloir voter. Jean-Marc nous raconte que par exemple, pour vérifier si ces gens-là sont sincères dans leur intention de vote, on leur pose des questions toutes simples comme de leur demander quel est le jour, la date de l'élection. Et donc ça permet de mesurer le degré de motivation. Et donc lorsqu'on part dans la catégorie des personnes qui ont décidé d'aller voter, qui disent que oui, moi je vais aller voter le 5 novembre prochain, l'écart est de 6 points. C'est considérable. On arrive dans les résultats qui rappellent ceux de l'élection de 2020 et la défaite de Donald Trump face à Joe Biden, qui s'est traduit aussi par une victoire de plus de 300 grands électeurs. Je vous rappelle que aux États-Unis, on fera une pastille dessus. Je sais que Cody vous a fait une super vidéo sur les États clés, hein, les fameux swing states. On vous en fera pareil. Il fera pareil sur le système électoral qui vous permettra de comprendre, parce que ce n'est pas le même qu'en Europe, c'est un système électoral très particulier où on est élu au collège électoral, donc il faut 270 grands électeurs. Joe Biden en avait eu 306 en 2020, il y a 4 ans. Kamala Harris dans les sondages, et il y reste encore un petit peu 78 jours avant l'élection, un petit peu moins de 80 jours. À l'heure actuelle, Kamala Harris est sur la même vitesse. Donc c'est problématique et ça illustre une série de difficultés. Et on va commencer par celle qui est la plus étonnante peut-être, mais qui montre aussi comment Donald Trump n'arrive pas à s'adapter ni à Kamala Harris ni à Tim Walz. C'est qu'il n'a toujours pas trouvé un surnom péjoratif pour Kamala Harris. On voit qu'il y a eu plusieurs essais et il n'a pas trouvé. Ça paraît complètement fou d'analyser ça sérieusement, mais depuis 2015, c'est une des armes de Donald Trump, et c'est une arme qui est efficace. À force de répéter un surnom, le surnom s'installe dans l'inconscient collectif et fait passer une idée, le Sleepy Joe par exemple, ou le Crooked Hillary, donc Hillary la pourrie, ça permet de faire tout ça. Et donc on voit que
Donald Trump a essayé des tas de surnoms, de la Lying Kamala à la Crazy Kamala. Il y a eu aussi la Laughing Kamala, donc Kamala qui rigole. Il y en a eu d'autres. Il y a eu cette tentative pendant une semaine que personne a vraiment compris, où il a appelé Kamabla pendant longtemps pour essayer de la déshumaniser, de dire voilà, je ne prononce pas son nom. C'est quelque chose de constant chez les républicains, de refuser de bien prononcer ou de prononcer correctement ou même pas du tout prononcer le nom de Kamala Harris. Donc il a tenté la même chose, comme il avait tenté d'attacher, il continue à le faire, le deuxième prénom de Barack Obama. C'est systématiquement dans la bouche de Trump Barack Hussein, avec il insiste sur ce Hussein pour essayer de dire regardez, il n'est pas comme vous, c'est un musulman de toute manière, hein, c'est Trump. N'oublions jamais qu'avant même de se lancer en politique, c'est Trump qui a financé le mouvement du birthisme, c'est-à-dire de remettre en cause le lieu de naissance, le pays de naissance de Barack Obama, et de faire circuler toutes ces rumeurs qu'il a été éduqué dans des pays musulmans, etc., etc. C'est Donald Trump, c'est une forme de racisme qui lui est chère, et donc il n'arrive pas pour Kamala. Depuis samedi, il a opté, depuis le discours on vous a fait vivre d'ailleurs vendredi, le discours économique de Kamala Harris sur son plan pour relancer la classe moyenne. Il a désormais utilisé le nouveau surnom de la camarade Kamala, donc on le voit sur ses Truth Social, hein, l'ironie de la chose, camarade Kamala Harris, et donc c'est de la décrire comme une dangereuse extrémiste de gauche. Donc je sais qu'évidemment ça fait sourire lorsqu'on est en Europe, lorsqu'on a une idée des échiquiers, des places sur les échiquiers politiques, de se dire que Kamala Harris, démocrate modérée, est considérée comme une dangereuse extrémiste de gauche par Trump, mais c'est sa campagne, c'est l'idée de sa campagne, c'est de rattacher son passé à Washington, et donc voilà, c'est vraiment, on est vraiment dans ça. C'est une arme qui a été efficace. La peur du rouge a été une arme efficace utilisée pendant des décennies par les républicains pour empêcher toute réforme. Dès que, par exemple, vous vouliez augmenter le salaire minimum, qui est extrêmement bas aux États-Unis, vous étiez un dangereux communiste. Dès que vous parliez de congés payés, hein, il n'y a pas le même système de congés payés aux États-Unis, c'est une notion qui n'existe quasiment pas, vous étiez un dangereux communiste. Lorsque vous parliez de congé maternité, je ne parle même pas de congé d'absence paternelle, mais de congé maternité, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas, vous étiez un communiste. Donc Trump essaye de jouer cette carte-là. Je ne pense pas qu'en 2024, elle fonctionne. Et donc voilà, c'est une illustration comme une autre. Alors comme on nous le disait, le weird marche très très bien, hein, ça lui pose des gros problèmes. Il en parle de plus en plus, et plus il en parle, plus il met une pièce dans la machine et on continue à en parler. Du coup, Trump n'arrive pas à se moquer concrètement de Kamala Harris. Donc, il tombe dans ses travers habituels, on va voir ça, mais il y a aussi un nouvel élément, c'est-à-dire que la manière dont Kamala Harris et Tim Walz mènent leur campagne, même si certains médias leur reprochent d'être plutôt dans le style que dans le fond, on remarquera que les mêmes reproches ne se font pas ou se font rarement sur la campagne de Donald Trump. Il y a un
degré d'exigence demandé à la campagne de Kamala Harris et de Tim Walz qui n'est pas demandé à Donald Trump, un petit peu comme si on se disait de toute façon c'est pas grave, c'est Donald Trump, on n'en aura pas plus, il est comme ça, mais par contre on demande ça. Mais malgré tout, on voit un changement de ton sur les médias. Je vais vous montrer le passage d'un économiste sur CNN qui était là pour justement parler de faire un comparatif entre le programme économique proposé par Kamala Harris et celui proposé par Donald Trump. On l'écoute tout de suite. All right, so as an economist, what do you think of the proposals that Harris has in store if she becomes president? Frederica, if I might, I just want to put them all in a broader context, which is this week we had a big economic speech from Trump, a big economic speech from Harris. Let's put them next to each other. The first thing to note is that Trump's economic speech was not, in fact, about the economy. It was an 80-minute incoherent rant in which he started talking about immigrants and tampons and San Francisco and everything except the economy. By contrast, Harris's speech was squarely focused on the economy. Second thing, Trump's facts weren't true. Harris's were. Let me give a simple example. Both talked about the cost of living. Trump claimed falsely that the price of bacon is 4 or 5 times higher. It's nothing like that. Harris claimed seriously that bread was 50% more expensive. It is. And I think that matters because serious problems deserve serious analysis, serious facts. And the third is that Trump's promised policies were neither promises nor policies. You ask him about inflation, he says, I promised to get inflation down. You say, how? And he said in his speech, I will write an executive order telling my cabinet secretaries to come back to me with every idea they have about how to reduce inflation. That's not a policy, that's a process. By contrast, Harris actually laid out her plan. There are pluses and minuses, and we can all have a look at it and really debate it, but this at least was taking economics seriously. Voilà, donc ça c'est un moment complètement nouveau que depuis 2016 on a rarement vu, le fait de dire bon voilà, mais avant on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable, et de dénoncer, avant de parler du cœur du programme économique de Kamala Harris, dénoncer en fait l'absence chez Trump et le fait que Trump continue à avoir cette espèce de carte d'autorisation chez les médias, de privilèges chez les médias, où on ne dénonce pas son programme. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui explique pourquoi Donald Trump est dans le dur, comme les médias commencent de plus en plus à passer des extraits de la campagne de Donald Trump. On va y revenir dans quelques minutes. Et donc, c'est quelque chose qui joue en sa défaveur, même si pour les personnes comme vous qui nous regardez à la chute, ce sont des éléments qui ne sont pas forcément nouveaux. Pour le grand public, c'est nouveau. Et puis aussi, un des handicaps de la campagne de Donald Trump, et vous le savez parce que nous vous avons chroniqué tout cela depuis son accession au poste de numéro 2 de la campagne de Trump, c'est évidemment J.D. Vance, le VP de Trump si Trump est élu, qui chaque jour, et ce n'est pas terminé, chaque jour a le droit à son scandale, sa révélation sur son passé, etc., sur ses déclarations complètement folles, et même, le pauvre, c'est là, quand une campagne ne va pas, quand rien ne va, même lorsque il veut apparaître comme le gars normal, qui n'est pas weird, et qu'il fait le tour des médias, hein, pour ça on peut pas lui reprocher de mouiller la chemise, parce que il fait des meetings, même s'il n'y a personne ou pas grand monde, il fait des meetings tous les jours, il passe à la télévision, et donc même lorsqu'il est là pour parler normalement, il commet involontairement une boulette. Et donc on va vous montrer hier la dernière boulette de J.D. Vance qui était à la télévision dimanche matin, les grands rendez-vous politiques pour parler justement du plan de l'inflation. Et lorsqu'on lui demande de commenter, il fait
un parallèle assez malheureux. On écoute J.D. Vance tout de suite. Giving Kamala Harris control over inflation policy, Shannon, it's like giving Jeffrey Epstein control over human trafficking policy. The American people are much smarter than that. They don't buy the idea that Kamala Harris represents a fresh start. She is more of the same. It is doubling down on the failed policies of the Harris administration to give Kamala Harris a promotion rather than to fire her, which is what I think most Americans are going to do on November. How does that not... Donc c'est sur Fox News, on a envie d'imaginer ce qui se passe dans la tête de l'animatrice à ce moment-là, on sent un petit peu son regard qui est perdu dans le vague, où donc J.D. Vance est en train de dire que donner à Kamala Harris le contrôle de lutter contre l'inflation, c'est comme donner à Jeffrey Epstein le contrôle de lutter, bon Epstein est mort, il s'est suicidé en prison, de donner le contrôle de la lutte contre le trafic humain et entre autres la prostitution de mineurs. C'est J.D. Vance le matin. Résultat, ces propos font que Epstein devient le sujet le plus échangé sur les réseaux sociaux dimanche, le plus recherché sur Google en sujet politique hier dimanche. Et c'est un sujet qui est extrêmement sensible pour une personne, c'est Donald Trump. Donc, lorsque J.D. Vance remet le terme de Epstein en avant de la scène, en fait, il vient handicaper Donald Trump. Et hier, X était une multiplication de vidéos et de clichés et d'interviews radio de Donald Trump en compagnie de Jeffrey Epstein. Tout ça parce que J.D. Vance a utilisé le nom de Jeffrey Epstein. Et d'ailleurs, une des vidéos qui datait, qui est remontée, qui a été hier échangée, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, est justement une publicité qui rétablit cette relation qui a existé, qui est documentée, qui n'est pas une théorie de la conspiration entre Donald Trump et Jeffrey Epstein. On regarde ça tout de suite. Charges that Jeffrey Epstein was running a sex trafficking ring in the early 2000s that included underage girls as young as 14 years old. Donald Trump in 2002 said of Epstein, he's a lot of fun to be with. It's even said that he likes beautiful women as much as I do, and many of them are on the younger side. He routinely spoke fawningly of Jeffrey. He admired Epstein's lifestyle. Your daughter, she's beautiful. Can I say this? A piece of it. She's actually always been very voluptuous. What does Tiffany have of Marlon? She's got Marlon's legs. We don't know whether or not she's got this part yet. You were playing tennis and you came off the court. Quote, look at that piece of I would love some of that. It so happened that Trump was referring to Cohen's then 15-year-old daughter, Samantha. I had the impression that he was interested in younger women and that, you know, women would age out for him. Miss Teen Universe? Yeah, that's like giving Jeffrey Dahmer a cooking show. I'll go backstage before a show, and everyone's getting dressed and ready and everything else. And I'm allowed to go in because I'm the owner of the pageant, and therefore I'm inspecting it. I stayed there with no sweat. Donald Trump is heard making questionable comments about a young girl. You're going up the escalator? I'm going to be dating her in 10 years. A lawsuit against the presumptive GOP nominee alleges he raped a girl when she was 13 years old. Prince Andrew answering questions for the first time about his friendship with convicted sex offender Jeffrey Epstein. I don't know Prince Andrew, but it's a tough story. Trump has been photographed with Prince Andrew as far back as the year 2000. Ghislaine Maxwell is accused of helping Epstein sexually abuse underage girls. I've met her numerous times over the years, especially since I lived in Palm Beach, and I guess they lived in Palm Beach. But I wish her well. You know about sexual predators and things like that. I mean, you sure. are one. All right, I was going to say that, but it's true.
Donc voilà, merci J.D. Vance, donc qui le matin, hein, c'est cette espèce d'effet papillon, d'effet domino, qui donc le matin veut utiliser une image choc en comparant Kamala Harris à Epstein, et résultat, toute la journée sur les réseaux sociaux, il y a ce traitement des affaires Epstein via et de ses relations d'amitié pendant de nombreuses années avec Donald Trump. Donc quand je vous dis que rien ne va, ce n'est pas une blague, c'est ce qui doit être une intervention sûre, et on est en territoire ami, il est sur Fox Business, rien de grave ne doit arriver, et J.D. Vance commet la boulette. Voilà, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour la suite de cette rubrique, et vous allez voir, ce n'est que le début. À tout de suite. Voilà, nous revoilà pour la suite de ce dossier sur pourquoi Donald Trump n'y arrive plus. Avant de se lancer, je vais vite remercier celles et ceux qui sont passés par Super Chat. En fin d'émission, on aura Cody dans notre nouveau décor qui viendra remercier tout le monde, mais je voudrais rapidement remercier Dimitri. Salut Dimitri, merci pour ton soutien habituel. Exactement pareil pour MC, pour ton super sticker, merci. Et puis à Robert depuis le Québec, depuis Montréal, merci beaucoup. Et évidemment, Olivier qui remercie J.D. Vance pour tous ces bourdes atomiques. On en est là, c'est assez incroyable. J'imagine les coups de colère que doit piquer Donald Trump, ça doit être assez fou. Parce que voilà quoi, c'est que chaque fois que on essaye de remonter d'une blessure au pied par balle, il tire une nouvelle balle dans les pieds de cette campagne. Et pendant ce temps, donc on va dresser un petit peu le contraste. Pendant ce temps, hier, la campagne Kamala Harris, Tim Walz, on est évidemment dans le symbole, on est évidemment dans l'image. Débuter un tour de la Pennsylvanie. Je vous rappelle, la Pennsylvanie est un des États clés extrêmement importants. Il est considéré dans beaucoup de scénarios comme l'État qui va décider l'élection, avec ses 19 grands électeurs sur les 270 nécessaires. Et donc, pendant ce temps, Kamala Harris et Tim Walz débutaient, eux, un tour en bus, hein, on voit le selfie avant de monter avec le mari de Kamala et l'épouse Gwen, l'épouse de Tim Walz. Donc une journée à sillonner le bus avec des centaines, des milliers d'Américains qui du coup les ont vus. Trump lui préfère voyager en avion, y compris parce que cette campagne fait n'importe quoi. Lorsque l'avion de Donald Trump la semaine dernière est tombé en panne, c'est un vieux Boeing, l'avion de remplacement choisi, ce n'est pas une blague, choisi par Donald Trump, c'est l'ancien l'ancien jet privé de Jeffrey Epstein. Quand je vous dis que rien ne va. Il va louer un avion, l'avion c'est celui de Jeffrey Epstein. Enfin. Donc hier, cette tournée-là, et le contraste, par exemple, quelque chose que vous ne verrez jamais avec Donald Trump, il y a eu un moment, on a la photo, on va regarder la photo d'abord, après je vais vous montrer les coulisses, où ils se sont arrêtés à une caserne de pompiers en Pennsylvanie, et Kamala Harris s'est retrouvée avec un chien. Il n'existe pas d'image de Donald Trump accompagné d'un chien. On sait qu'il n'a pas d'animaux de compagnie lorsqu'il était à la Maison Blanche, alors que la tradition pour les présidents est d'avoir un chien
il n'en avait pas. Donc on a la photo, et pour vous montrer que ce n'est pas que de l'exercice imposé par la campagne, je vais vous montrer les coulisses de cette photo-là, et vous allez voir le naturel de Kamala Harris avec ce chien pompier. Et la photo aujourd'hui, elle est à la une de la presse locale en Pennsylvanie. On regarde tout de suite Kamala Harris. Voilà, donc ça, c'est du contraste avec Kamala Harris. En même temps, tant qu'on est dans les chiens, Tim Walz, qui est en train de devenir une des personnalités préférées des Américains, qui, comme on nous l'indiquait tout à l'heure en commentaire, met l'ambiance, a ouvert son compte sur TikTok, ou plutôt, comme il le dit, sur TimTok. On va regarder l'annonce, la première vidéo publiée par Tim Walz. Hey everybody, Tim here with Scout at the dog park along the Mississippi, doing our first entry into TikTok, or as he and I say, TimTok. Right, Scout? Donc voilà, Tim Walz sur TikTok. Évidemment, des centaines de milliers d'Américains sont allés s'abonner à son compte. Et donc, Tim Walz, qui est vraiment un candidat qui apporte à cette campagne. On va revoir, Thomas, si tu avais tout à l'heure la carte de 2020 de l'élection, pour parler d'un État qui est le Nebraska. Alors, vous le voyez, le Nebraska, c'est un de ces deux États. C'est également dans le Maine, où il y a 5. Hein, vous voyez, c'est l'État qui est assuré. Voilà, Thomas vous le montre, à la limite entre le Colorado et le Wyoming. Et le Nebraska, c'est un État qui a cette particularité de ne pas donner toutes ces voix au collège électoral aux gagnants. Les autres États, c'est très simple, vous terminez premier, vous récupérez, il n'y a pas de proportionnel, vous récupérez la totalité des grands électeurs. Le Nebraska et le Maine, c'est différent, il y a des districts, il y a des circonscriptions, et donc il y a une circonscription qui est extrêmement importante, qui est celle de Omaha, qui est la plus grande ville du Nebraska. C'est un endroit très peu peuplé, et à Omaha, il y a un grand électeur qui va être choisi. En 2020, Joe Biden a gagné, c'est une ville universitaire, et dans des scénarios d'égalité, parce qu'il y a des scénarios de cartes électorales qui existent, où on se retrouve à 269, le vote qui va faire la différence, c'est celui du Nebraska, c'est celui du district autour de Omaha. Et justement, Tim Walz a un avantage de taille, c'est que Tim Walz, avant d'emménager dans le Minnesota, est né dans le Nebraska. Est né dans le Nebraska, il y a vécu plusieurs années, a toujours de la famille dans le Nebraska, et donc il est allé faire ce que plus aucun démocrate a fait depuis des années. Il a fait campagne tout seul en tant que vice-président dans cet État rouge, dans ce Nebraska, pour assurer cette page-là. Et ça a été un succès populaire. Aujourd'hui, nous sommes à un moment où Tim Walz en campagne fait plus de monde que Donald Trump en campagne. Imaginez comment ça la rend fou. Alors, avant de voir un ou deux extraits du discours de Tim Walz au Nebraska, on va regarder ce qui se passe à l'extérieur. Il y avait tellement de monde. Nous sommes dans le Nebraska. Il y avait tellement de monde pour voir Tim Walz que il y a eu ce qu'on appelle un overflow, donc des centaines de personnes qui sont restées à l'extérieur à regarder le meeting sur grand écran. Mais avant d'en les parler, Tim Walz s'est précipité vers eux, et j'imagine les crises d'angoisse au niveau du Secret Service. On va voir Tim Walz à l'extérieur. Nous sommes encore une fois dans le rouge Nebraska. C'est parti.
voilà, un candidat qui va saluer la foule à l'extérieur commence en s'excusant parce qu'il est en retard. Il faut que vous sachiez que systématiquement, Donald Trump est en retard dans ses meetings, souvent des retards de plus d'1 heure. Il n'a jamais, depuis que je suis la campagne de Donald Trump depuis 2015, il n'a jamais présenté des excuses à ses supporters qui l'attendent pendant des heures. Et on verra tout à l'heure, il en a reparlé de ses supporters qui l'attendent pendant des heures, alors que c'est ce qu'a fait Tim Walz. Et puis, à l'intérieur de la salle, je ne vous dis pas l'ambiance. Et donc, il y a cette volonté de venir dire, écoutez, on ne va pas gagner les États rouges, mais on va mettre la campagne Trump à la défensive. C'est extrêmement important parce qu'une campagne qui est à la défensive ne peut pas aller attaquer dans des États qui sont serrés en faveur des démocrates et doit le défendre. Cette semaine, par exemple, c'est un État clé, la Géorgie. On s'est rendu compte que la campagne Trump a été obligée de multiplier par 10 son budget publicitaire. Ça veut dire quoi ? Lorsqu'une campagne décide de mettre des ressources dans un État, elle ne peut pas les mettre ailleurs, forcément, c'est parce qu'elle est en difficulté. Et de Trump qui a décidé, parce que la Géorgie, si Trump ne gagne pas la Géorgie, ça devient très difficile pour lui d'espérer arriver à la Maison-Blanche. Et donc ce déplacement de ressources vers la Géorgie démontre que la campagne Trump est à la défensive. Et c'est ce qu'apporte Tim Walz, et c'est pour ça que Tim Walz va au Nebraska. Et donc on va regarder à l'intérieur l'appel du pied qui fait aux électeurs du Nebraska, qu'ils soient républicains ou qu'ils soient libertariens, il dit venez voter pour nous. On écoute Tim Walz. Mind your own damn business. Mind your own damn business. Look, I know this state. I know this state, the kindness, generosity. I also know there's a libertarian bent. You don't need government to tell you about your health care. You don't need government to pick your books out that you can read. Look, folks, this becomes really personal. And for me, this idea about the healthcare decisions we make and the choices about our family, that's your family. You don't need me, you don't need Donald Trump, you don't need anyone in government telling you about your family. But that's exactly what they're doing. That is exactly what they're doing. If you're an old school libertarian Republican Nebraskan, this is the ticket for you. This is the ticket for you. Lorsqu'on est sur une campagne qui est à l'offensive, vous avez dans le Nebraska, un candidat démocrate qui demande aux républicains, aux indépendants, aux libertariens de l'État de voter pour eux. Et puis, il le fait, c'est aussi une des révélations, c'est un des apprentissages de toutes ces élections intermédiaires qu'on a chroniquées en 2022 et en 2023. Il le fait d'une manière extrêmement habile. C'est une forme de judo. Au lieu de dire, voilà, nous sommes pour le droit à l'avortement, l'idée est de dire, non, le gouvernement ne doit pas s'impliquer dans vos décisions personnelles. Le choix d'avorter ou pas vous appartient comme individu. Ce n'est pas au gouvernement de vous dire si vous avez le droit ou si vous n'avez pas le droit. Ce n'est pas au gouvernement de vous dire ce que vous devez lire et ce que vous ne devez pas lire. Et cette carte-là, Donald Trump n'a pas d'armes pour lutter contre ce coup de judo, parce que d'un coup c'est la droite américaine qui pour très longtemps a été la droite qui était opposée au gouvernement, opposée à l'interventionnisme, opposée à tout ce qui était centralisation du pouvoir,
qui se retrouve prise dans son propre piège en disant non mais vous êtes en train de nous expliquer ce qu'on doit lire, ce qu'on doit faire en termes de santé. Nous, ce ticket démocrate, on vous redonne la liberté. Et c'est un thème qui est extrêmement porteur. On a une question sur le Nebraska, de Vladimir qui demande si c'est bon pour Dan Osborne. Est-ce que ça va aider? Je pense que on en a parlé hier avec Thierry lors de notre Zoom. On va refaire un point très prochainement, après la convention démocrate évidemment, sur la carte électorale, pas uniquement au niveau de la présidence, mais plus précisément au niveau des électeurs du Sénat et de la Chambre des représentants, parce que l'effet Kamala Harris est réel et donc peut basculer à la fois la majorité au niveau de la Chambre des représentants et permettre de maintenir la majorité au niveau du Sénat. Donc ce sont des enjeux clés, nous en reparlerons plus tard. Il y a aussi un autre, en tout cas merci pour le super chat et merci pour la question Valérie. Et puis il y a aussi un autre aspect extrêmement important dans cette campagne, et c'est un aspect auquel Trump n'a pas de réponse. Je vous ai dit, les démocrates sont allés voler ou reprendre le thème de la liberté individuelle chez les républicains. Dans la même manière, les démocrates sont allés reprendre le thème de la fierté nationale, du patriotisme, du drapeau et du pays en général. Et que ce soit les meetings de Kamala Harris ou les meetings de Tim Wolf, il y a plusieurs moments où les candidats font acclamer le pays, USA, 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 insistent sur le côté optimiste du pays, des valeurs du pays, etc., etc. Et donc, on va écouter par exemple Tim Walz dans le Nebraska, toujours qui nous a fait justement acclamer les États-Unis par le public. Ce sont plutôt des thèmes et des bruits que l'on entendait dans les meetings de Donald Trump. C'est parti. For the most beautiful and simple reason, you love this country. D'un côté, on a Tim Walz et Kamala Harris qui font acclamer les États-Unis. C'est vraiment important. Ils sont en train de connecter avec une partie des électeurs qui avaient abandonné les démocrates, les indépendants, les républicains modérés. Et de l'autre côté, et ça pose des difficultés, c'est que depuis 4 ans, et encore plus ces 2 dernières années, Donald Trump, vous le savez, a construit la thématique de ses discours autour d'une Amérique au bord du précipice. Une Amérique qui fait désormais, selon lui, partie du tiers-monde, une Amérique dans le déclin. Et donc, ces phrases d'un coup, d'un pessimisme sur le pays, viennent se heurter à cette vision optimiste et fière du pays. Et donc même lui, maintenant, il le sait, et il essaye de dire, non mais regardez, ce sont des phrases magnifiques en fait. On va écouter Donald Trump qui était en meeting, c'était samedi, en Pennsylvanie. I use the term oftentimes in closing, we are a nation in decline. We are a failed nation. And I think it's a beautiful phrase, although I don't like the topic very much. I don't like what it represents, but there's a certain beauty. All of a sudden, all of these candidates, including Republicans, are saying we are a nation in decline, we are a failing nation. And I say, you know, what the hell do they have to copy me for, right? But they have a lot of words that they copy. Many of our words were in... Voilà, donc Donald Trump
N'essayez pas de trouver la logique de ces phrases, il n'y en a pas. Moi, j'ai vu la totalité, j'ai regardé la totalité du meeting en accéléré pour préparer l'émission. Il n'y a pas forcément de logique, mais en tout cas, il sait qu'aujourd'hui, ce que lui considère comme ces phrases magnifiques, finalement, elles ne portent plus. Et donc, l'idée de dire que c'est un pays en déclin, c'est quelque chose qui vient se heurter au message optimiste, positif et patriotique de la campagne Harris-Walz. Ça, c'est nouveau. Je vous ai dit aussi que la nouveauté, c'est la manière de s'attaquer aux républicains, s'attaquer à Donald Trump. On verra ça un petit peu plus tard, un moment clé hier de la tournée de Kamala Harris en bus, et du coup aussi de ne pas laisser le temps. Ça a été souvent, depuis les années 70, l'erreur des démocrates. Je vous explique. Depuis les années 70, les républicains ont propagé souvent, ça fait partie de la politique, je ne dis pas que les démocrates n'étaient pas innocents de la même chose, mais ont mis en avant souvent des histoires complètement inventées sur les candidats. L'exemple le plus flagrant était en 2004, la campagne de George Bush qui avait transformé, on en reparlera, John Kerry, héros du Vietnam, en traître des États-Unis. Donc on lui avait enlevé sa force. Et pendant des années, la politique des démocrates a été de dire, de toute façon, c'est tellement ridicule, il n'y a pas de réponse à apporter. Si on apporte cette réponse, on va continuer à faire vivre le sujet et ça sert à rien. Et donc les républicains, et puis surtout après Donald Trump, a adoré ce genre de situation où chaque jour, il y avait ces représentants qui venaient sur Fox News. Fox News, je vous le rappelle, c'est la chambre d'écho la plus importante du mouvement MAGA, donc MAGA, Make America Great Again, donc l'aile de droite des républicains, pour attaquer les républicains, les démocrates, sur des thèmes aussi ridicules que par exemple la guerre contre Noël. Et il n'y avait pas de réponse en disant non, on ne va pas le faire. Et puis, les démocrates, au niveau local d'abord, et puis maintenant au niveau national avec Harris et Walz, se sont rendus compte que non, c'est une erreur. Parce que si on ne répond pas tout de suite, le mensonge continue à être propagé, il reste sans réponse, et donc le mensonge devient une vérité. Et en plus, ils se sont rendus compte de la manière dont les médias traitaient l'information. Les médias, je vous le rappelle, sont dans un système qui est assez dangereux, qui est cette volonté de mettre un équilibre et en gros de dire voilà, ce sont les deux campagnes. Il n'y a pas ce jugement de valeur. Pendant des années, les démocrates s'attendaient à ce que les médias fassent leur travail d'enquête et disent non mais regardez, c'est n'importe quoi, les démocrates ne sont pas contre Noël, les démocrates ne sont pas, dans le cas de Tim Walz par exemple, c'est une histoire qui est complètement fausse, pour l'installation de tampons dans les toilettes. On attendait que toilette pour garçons, on attendait que ce travail soit fait par les médias. Et les médias ne le font pas. Par contre, et on est toujours dans cet esprit de judo, par contre, les démocrates se sont rendus compte, Tim Walz et Kamala Harris et les personnes derrière la campagne, que si on donnait une réponse contre le mensonge, les médias allaient les mettre au même niveau, en disant nous on ne choisit pas, mais une campagne dit ça, l'autre campagne dit ça. Alors que pendant des années, la campagne ne disait rien. Donc la seule chose qui restait, c'était l'attaque. Et je vais vous donner un exemple complètement ridicule, mais vrai. Cet exemple complètement ridicule, c'est que vendredi, la campagne de Kamala Harris a envoyé un courrier pour demander des fonds à ses supporters, en expliquant que en 2016, lorsque Donald Trump avait été élu, Kamala Harris était tellement déçue
qu'elle s'était installée, comme beaucoup d'Américains, dans son salon et sur son sofa, et qu'elle avait ouvert un paquet de Doritos. Les Doritos, ce sont des chips, et qu'elle avait mangé les Doritos. Les républicains se sont dit « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! C'est la preuve, elle mange des Doritos, c'est la preuve que Kamala Harris n'est pas prête à devenir présidente des États-Unis parce que ça veut dire qu'elle n'arrive pas à contrôler ses émotions. Je vous raconte pas de blague. On va regarder donc vendredi, les médias Fox News et Pro-MAGA ont tourné en rond sur cette idée de Kamala Harris trop faible pour faire face à Vladimir Poutine parce qu'en 2016, elle avait mangé un paquet de Doritos. On écoute tout de suite sur Fox News. You just talked about Kamala Harris supposedly eating a bag of Doritos, so emotionally charged after hearing this. That's the commander-in-chief, potentially. That's the emotional response of the leader of the free world, is to binge eat a bag of Doritos? Are you kidding me? Can you imagine Putin, how he deals with things, chugging down a bag of Sour Patch Kids because he's depressed about something not going his way? Or back in the day, Soleimani, what is he, binging on Funyuns? I doubt it. I doubt that's the actual response of an elite leader, whether you agree with what they're leading or not. Voilà, la campagne, on en est là. Hein. C'est une des armes habituelles des républicains, c'est l'outrage. On est outragé partout. Et donc là, on est outragé par le fait qu'en 2016, Kamala Harris a mangé un paquet de Doritos, elle toute seule, sans partager après la victoire de Donald Trump. Bon, déjà, venir sur le terrain du Doritos, de la junk food, alors qu'on a un spécialiste mondial de la nourriture de ce genre, c'est une erreur. On vous a sélectionné quelques photos pour vous rappeler les meilleurs moments de Donald Trump. Donc, Donald Trump dans un jet de plusieurs dizaines de millions de dollars en train de se taper du KFC. Ensuite, on a Donald Trump avec du McDonald's. Donc, c'est pas du Doritos, vous allez me dire, mais bon, pourquoi pas. Donald Trump avec de la pizza. Et puis, je vous rappelle ce grand moment de Donald Trump, président, qui recevait une équipe universitaire, comme c'est la tradition, qui venait de gagner le championnat universitaire. C'est souvent l'occasion pour ces jeunes footballeurs d'être confrontés à de la vraie cuisine, ce qu'ils n'ont pas au quotidien. Et Donald Trump, heureux comme un gamin, leur avait offert du McDonald's froid. Enfin, on retourne aux Doritos. Normalement, les républicains, ils auraient eu la même réaction que vous dans le chat. Là, je vois passer vos messages. Se seraient dit, non mais c'est tellement bête, pour pas dire autre chose. On ne va pas partir sur les Doritos. On ne va pas répondre. Mais pas cette année. Et pas avec Tim Walz dans l'équipe. Et donc hier, sur son compte, Tim Walz a posté plein de photos, plein de vidéos de leur promenade en bus. Et à un moment, il y a un arrêt dans une station-service. Et la tradition, comme il explique, il dit quand on fait un road trip, la tradition, c'est d'aller acheter des snacks et regarder ce qu'a fait Tim Walz. Corn nuts over there too? Oh yeah, that's there you go. Corn nuts over there. Donc voilà, au lieu de ne rien dire, au lieu de se cacher dans la honte, on assume. Tim Walz nous sort un paquet de Doritos et le donne à Kamala Harris et après publie la vidéo sur ses réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un candidat, ce n'est pas une campagne comme les autres et c'est ce qui rend la chose tellement difficile à Donald Trump. Et donc, ces difficultés de Donald Trump à exister, à casser ce que font tous les républicains, on le sent principalement au niveau de ses meetings. J'ai partagé une photo, on va la voir, de son meeting
en Pennsylvanie qui s'est mal terminée. On va aller voir la vidéo et je vais vous expliquer d'où elle vient. Et on voit que pendant son meeting, il a été vite remplacé. Hein, rapidement, le siège a été vidé. On voit que c'est d'un tel ennui que désormais ses supporters s'endorment derrière lui. C'est des moments extrêmement longs. Il lit pendant des heures avec ce ton monotone qui est le sien et on voit l'ennui des supporters derrière. Je vais vous montrer une vidéo des sièges justement vides au moment où Trump parle, parce qu'il y a énormément, malheureusement, c'est de la manipulation. Il y avait du monde à ce meeting-là. D'accord. Très souvent, on publie des photos et des vidéos qui ont été prises 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures avant l'arrivée de Donald Trump, en expliquant que c'est pas non qu'il y a Donald Trump, c'est de la désinformation. Mais la vidéo que je vais vous montrer, par contre, ce qui est intéressant, c'est que elle a été tournée par un journaliste du New York Post. New York Post, je vous le rappelle, c'est une propriété de Rupert Murdoch. Rupert Murdoch, c'est le propriétaire de Fox News. Le New York Post, c'est un outil de propagande. Et vous allez voir, tandis que Donald Trump est en train de parler, comment, ça fait 1 heure qu'il parle aussi, comment la salle est en train de se vider. Now I have to run against someone else, is that fair? I think they should reimburse me. Who wants to come? The mayor was really a wonderful. Donc on voit rarement ces images parce que lorsque on regarde les meetings en direct sur les chaînes pro-Trump, ce sont des cadrages qui sont extrêmement serrés pour vous montrer le parterre, les premiers rangs de la foule. Mais on voit que derrière, Donald Trump ennuie. Et il le sait. Et il le sait. Et donc, il a essayé, ce qui est encore pire, il a essayé de se justifier, d'expliquer qu'il n'était pas ce gars qui parlait sans fin. Aux États-Unis, on dit rambling, où et ce qui est une aussi des accusations que font, hein, je vous parle d'attaque, de contre-attaque, de ton offensif de la campagne de Kamala Harris et de Tim Walz. Ils se sont aussi moqués de ces discours interminables. On écoute tout de suite Donald Trump. I heard the other day, and this isn't anything, I'm just saying, they'll say he was rambling. I don't ramble. I'm a really smart guy, really smart. I don't ramble. But the other day, anytime I hit too hard, they say he was rambling. Rambling? I get up and I make a speech. I go for sometimes 2 hours, 2.5 hours, because, people are waiting outside for 3 days, 4 days. You guys were waiting out there for a long time. Front row Joes are waiting out. I don't know how you guys do it. And I feel I have an obligation to speak and speak in a certain way and speak a little bit longer. How would you like it? A guy's waiting with his family for 3.5, 4 days. They have a tent. And the tent is set up. They have hundreds of them, and they wait. And then I walk in, speak for 15 minutes, and leave. I don't know, somehow. Would that be okay, North Carolina? I don't think so, right? They want me to speak all day, Donc voilà, Donald Trump explique pourquoi il parle si longuement. Il explique que non, il ne divague pas, rambling, parce qu'il est un gars qui est super intelligent. Donc il en profite aussi pour se flatter en expliquant que non. Et en fait, en expliquant qu'il ne divague pas et qu'il parle sans fin, il parle sans fin. C'est un moment complètement fou. Et donc, on va faire une petite pause et au retour, je vais vous expliquer d'où vient, et vous allez être peut-être surpris, et il y a même un nom à ce phénomène, d'où vient cette stratégie qui est aujourd'hui extrêmement efficace contre Donald Trump. C'est l'épisode 23 du récap de la chute. On revient tout de suite.